À Paris 7, j'avais rencontré Simone Pauwels, qui était arrivée depuis peu de Belgique. Elle était en contact avec des chercheurs de ce qui allait devenir l'équipe Erasme, et un jour, grâce à elle, je me suis retrouvé rue de Tournon, à l'école des hautes études en sciences sociales, c'était une ancienne localisation de l'école, dans une salle, en sous-sol, avec au tableau Serge Tcherkezov, qui décortiquait les données pour sa thèse sur les Nyamwezi, et les participants du séminaire qui l'interrompaient sans cesse, mais avec des questions constructives, avec des suggestions, et passé la première surprise, je me suis rendu compte que j'avais affaire là à un travail de réflexion collective, un travail constructif de réflexion collective. C'était pour moi un phénomène absolument inconnu à l'époque dans les universités françaises que j'avais fréquentées, y compris Paris 7. Et je me suis rendu compte beaucoup plus tard que Louis Dumont avait importé dans ses enseignements à l'école des éléments des tutorials britanniques qu'il avait pratiqués quand il assistait à Evans Pritchard à Oxford. Et c'est d'ailleurs ce passage à Oxford qui a d'abord fait les réseaux et la réputation internationale de Dumont. Parce qu'en France, Lévi-Strauss et bien d'autres faisaient absolument tout pour le tenir à l'écart. Alors, pour revenir à cette méthode de travail collectif importée par Dumont, je pense, pour moi, c'est avant tout cette méthode collective de traitement de l'ethnographie extrêmement britannique, très pragmatique, sans aucune concession, avec une tendance hémique extrêmement marquée, qui m'a enthousiasmé. Les questions que je me posais en tant que voyageur intellectuellement frustré, alors d'abord par le temps court des voyages et ensuite par le peu de réponses que j'avais à mes questions, là je pensais pouvoir trouver de meilleures réponses. Et avec le recul, ça reste un des fondements de ma façon d'envisager l'anthropologie, prioritairement à travers des analyses théoriques très poussées, enfin aussi poussées que possible, de l'ethnographie. Et aujourd'hui, une revue comme How promeut en partie, disons, plutôt, ce type d'approche. Il y a aussi beaucoup de textes théoriques un peu évanescents dans How. Alors Daniel de Coppet m'avait dit, oui, mais tu sais, on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul, ce qui est bon, une vérité de la palisse, mais ça vaut quand même la peine d'être dit dans ce milieu-là. Et j'ai dit à Daniel que je voulais faire une thèse. Alors il m'a dit en substance, bon, toi qui parles anglais, j'ai un manuscrit qui est très intéressant et qui a retenu absolument personne. J'ai montré à plusieurs personnes, ça n'intéresse personne pour le moment. Alors, on est allé chez lui dans sa belle maison dans les beaux quartiers de Paris. Il a cherché parce qu'il y avait beaucoup d'entassements. Et il a trouvé, il m'a donné un manuscrit comme ça, un énorme pavé de plusieurs volumes, plus de 1000 pages en tout, des vieilles photocopies grisâtres à l'ancienne, reliées, et j'ai commencé à éplucher ça. Alors il s'agissait de la Sociology de Mono Alou, de Gerald Camden Wheeler, qui avait été écrite après un terrain de 8 mois en 1908-1909 aux îles Salomon, donc bien avant Malinowski. Alors Wheeler était allé au nord-ouest des îles Salomon dans une expédition qu'il partageait, qui était dirigée par Rivers et qu'il partageait avec un certain Ockart. Très vite, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un trésor ethnographique et à un trésor linguistique. Wheeler, qui avait publié en 1926 un livre intitulé Mono Alou Folklore, c'était un personnage complètement oublié de l'anthropologie britannique et il le reste très largement. J'ai très souvent demandé aux collègues anglo-saxons, à l'époque en tout cas, qui étaient de passage à Paris, ce qu'ils savaient de Wheeler, et ils n'en savaient rien. Alors il y a une exception, j'en parlerai
tout à l'heure brièvement. L'histoire de la conservation de ce manuscrit, de son sauvetage même, on peut dire, est assez intéressante. Alors, j'ai résumé dans mon livre sur Mono Alou, et je l'ai résumé beaucoup plus récemment dans un papier du journal de la Société des océanistes. En 2 mots, nous devons au professeur Hatto, qui n'est pas du tout un océaniste, un spécialiste de mythologie nordique, on va dire, et au très grand linguiste océaniste George Milner, de la London School of Economics, comme Wheeler, d'avoir sauvé de l'oubli ce manuscrit qui était partiellement dactylographié par la femme de Wheeler et partiellement manuscrit d'une écriture assez difficile à lire. Et ils ont sauvé ce manuscrit d'abord en le faisant dactylographier et ensuite, dans le cas d'un projet avec, je crois, une université australienne, en le faisant microfilmer. Bon, ça, c'était dans les années 50, je pense. Wheeler était un génie linguistique et il maîtrisait très bien la langue de Mono Alou, après 8 mois, ce qui confère à Wheeler un formidable avantage sur beaucoup d'ethnologues de son époque. D'ailleurs, les linguistes connaissent beaucoup mieux son œuvre que les anthropologues. Mais la plupart des linguistes ne connaissent que Mono Alou folklore. Ils ne connaissent pas le manuscrit. J'avais un problème avec ce texte. Alors, c'est que j'avais une page, mais une seule page de dictionnaire. Alors, je me suis dit, oh là là, il manquait d'autres chapitres. Hein. Je me suis dit, oh là là, le dictionnaire qui a une page vraiment très bien faite, il va falloir que je fasse moi-même un dictionnaire, une sorte d'index. Et ça a été le début d'un jeu de piste qui a duré pendant des années. Alors, pendant mes vacances, je suis allé à Londres et je suis allé à la School of Oriental and African Studies, et où j'étais très très bien reçu, comme toujours en Angleterre. Les seuls endroits où j'étais mal reçu quand j'allais faire des recherches, c'était en France. Hein. Mais j'étais très bien reçu au musée de Tervuren, j'étais très bien reçu à l'ancien musée d'ethno de Londres, j'ai oublié son nom, le Museum of Mankind, j'étais très très bien reçu à Berlin et dans d'autres endroits encore. Et donc c'était un jeu de piste, j'essayais de rassembler un maximum de photos d'objets, de notices, etc., etc. Et à la School of Oriental and African Studies, j'ai retrouvé l'intégralité du dictionnaire, ça faisait quand même pas mal de pages, c'était un travail absolument magnifique de Wheeler. Et ensuite, j'ai passé toutes ces années à regrouper tout ce que je pouvais comme information sur cette partie du monde. Alors, c'était une partie du monde où, au début de la colonisation, il y avait les intérêts allemands et les intérêts anglais qui se frottaient un peu. Hein. Au nord, à Bougainville, c'était l'Allemagne, et au sud, c'était l'Angleterre qui tentait de prendre le contrôle de cette région qui n'avait d'ailleurs pas une très bonne réputation. Donc j'avais pas mal de documents en allemand et j'avais aussi beaucoup de documents en anglais que j'ai pu compléter au fur et à mesure des années. Mais de toute façon, les publications et le manuscrit de Wheeler restent la principale source ethnographique sur Mono Alou et de loin la plus détaillée. Donc j'ai fait ma thèse parallèlement à mon travail de prof d'anglais dans le secondaire, dont j'étais revenu en banlieue parisienne grâce au système des points de l'éducation nationale. J'étais au lycée de Gonesse. C'est un lycée où j'ai fait des rencontres absolument formidables. Dominique Fasquelle, qui vient de mourir, Isabelle Berda, et aussi beaucoup d'autres collègues et beaucoup d'élèves. Alors j'ai plus de rapport avec mes élèves de l'époque. De temps en temps, j'ai des nouvelles par des amis. Alors, comme Daniel de Coppet n'avait pas encore les titres qui lui permettaient de diriger des thèses, j'ai d'abord été officiellement dirigé par Lucien Bernot, qui était prof au Collège de France, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, et dont je n'oublierai jamais l'extrême bienveillance et l'extrême modestie qui sont si rares dans son milieu. Ensuite, Daniel avait été nommé à l'école, donc il a pu prendre officiellement le relais, et il a toujours été un directeur de thèse tout à fait exceptionnel, je crois. Je pense que le fait qu'il avait enseigné en Angleterre, où les directeurs de thèse sont de vrais directeurs de recherche, a contribué à cet engagement pédagogique qui est quand même assez rare dans le paysage universitaire français. Il discutait, alors parfois impitoyablement, hein, mais il pouvait être très dur,
mes brouillons, ligne à ligne. Et alors, à l'époque, j'étais influencé par le style de Barthes et le style de Foucault. Hein. Et alors, il détestait ça, et je pense qu'il détestait ça à juste titre, parce que ce qu'il visait, lui, c'était une démarche rigoureuse en anthropologie, et toutes les ambiguïtés plus ou moins poétiques qu'on trouve chez Barthes, qu'on trouve chez Foucault, etc., chez beaucoup de philosophes aussi, ne trouvaient absolument pas leur place dans une thèse pour lui. Il me faisait aussi profiter de sa très longue expérience du terrain à Malaïta, au centre des Salomons. Alors c'était des configurations quand même assez différentes du nord-ouest des Salomons, hein. Mais il avait le feeling du pays. Et moi, j'avais passé 15 jours au Salomon. J'avais zéro question feeling des Salomons, puisque j'étais resté à Guadalcanal, j'étais allé à Malaïta 2 jours, je crois. Et j'étais jamais allé au nord-ouest des Salomons. Alors par exemple, j'ai le souvenir d'une soirée d'hiver à Paris, dans la vieille 404 de Daniel de Coppet. Moi j'étais à l'arrière, lui il était au volant, il était en compagnie d'un de ses très proches amis salomonais, avec qui il discutait dans la langue aré-aré comme moi je vous parle français en ce moment, tout en roulant, mais alors vraiment à tombeau ouvert dans les rues de Paris. On devait aller à une conférence, je pense. Et à un moment, il y a eu un grand panache de fumée blanche à l'avant de la voiture, donc il s'est arrêté, ça fumait, ça sortait du radiateur, et il est allé chercher de l'eau dans une brasserie à côté, il a rempli le radiateur, il a refermé le capot, et il est reparti aussi vite avec sa voiture, et puis je ne sais plus très bien où on allait, mais en fait, ça fait partie de mes souvenirs assez amusant de Daniel de Coppet. Plus tard, quand il a eu des enfants, il ne conduisait plus du tout de la même façon. Enfin, quand il a eu des enfants avec Cécile Barrault, il ne conduisait plus du tout de cette façon. J'ai aussi beaucoup bénéficié d'une correspondance avec Douglas Oliver, s'il vous plaît, qui avait travaillé chez les CY, une des sociétés de Bougainville, une société qui était en relation avec Mono Alou, et véritablement, il m'envoyait de longues lettres tout à fait intéressantes. Il m'envoyait ses publications, il m'envoyait des tirés à part que je n'aurais jamais réussi à trouver en France. C'était bien avant la transmission par PDF, bien entendu. On était avant 88, vous voyez. Alors, les résultats de cette recherche, maintenant. Alors, j'ai soutenu cette thèse d'anthropologie historique en 1988 à l'école, avec un jury qui comprenait l'archéologue José Garanger, qui était de toutes les soutenances sur l'Océanie. Je crois que c'était le seul équivalent HDR, on appelait ça thèse d'État à l'époque, pour l'Océanie. Il y avait aussi le très grand ethnobotaniste d'origine calédonienne Jacques Barrault, hein, qui m'a expliqué que ce que j'appelais en français renard volant, le flying fox, ça s'appelait une roussette, ce que j'avais complètement manqué, et aussi avec Serge Terkezov. Bon, en bref, chaque village de Mono Alou ne pouvait se comprendre sans prendre en compte 2 au-delà. Le premier au-delà à prendre en compte, c'est celui des relations régionales, aussi bien des relations des villages voisins sur l'île d'Alou que des villages voisins dans d'autres îles proches de Alou. Et bien entendu, sans prendre en compte, à l'époque où Wheeler travaillait sur le terrain, 1908-1909, un certain nombre de données de la colonisation qui, par exemple, entraient directement dans la fabrication de certaines monnaies. Ça, c'est le premier au-delà. Le second au-delà, c'est celui des relations aux ancêtres. Très important, bon, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais on a bien d'autres indications qui sont données par le détail de l'ethnographie de Wheeler, et en particulier si on veut faire des démarches comparatistes avec la Polynésie, parce qu'on a au cœur de la Mélanésie une société qui a quand même des traits polynésiens assez accentués. Bien entendu, ce n'est pas la seule, bien entendu, ce n'est pas la première à avoir été étudiée, mais c'est quelque chose qui est véritablement important si on veut comprendre l'Océanie, c'est de se débarrasser complètement de cette dichotomie entre Mélanésie et Polynésie.
Il y a des contrastes, bien entendu, mais il ne faut pas aller chercher trop du côté des contrastes. Alors, dans le détail, la première leçon principale à retenir de mes recherches, je crois, en tout cas pour moi, c'était l'imbrication très étroite des relations internes et externes des sociétés, mais aussi des personnes dans cette partie de l'Océanie. Wheeler l'avait très finement documenté. D'abord, historiquement, il avait expliqué comment Monoalu était une société qui résultait de la destruction quasi totale des anciens habitants d'Alu, qui étaient des grands fabricants de monnaie, par leurs voisins de l'île de Mono, et qui, quelques années ou quelques décennies, on ne sait pas exactement, après cette destruction, après ce massacre, avaient investi l'île d'Alu. C'est la première chose, c'est la dimension historique de ces imbrications internes, externes. La deuxième chose, c'est que Wheeler avait documenté les arrivées contemporaines des pirogues qui venaient du sud de Bougainville très très régulièrement, et il avait documenté très précisément les biens qui étaient échangés contre des monnaies de Monoalu, quelle quantité de monnaie, etc. C'était extrêmement bien fait, et c'était extrêmement intéressant. Il avait souligné aussi la provenance de cette même région, c'est-à-dire du nord de Bougainville, des Toniga. Les Toniga, c'était les personnes qui étaient tout en bas de l'échelle sociale de Monoalu, ce que j'ai appelé l'ordre social le plus bas de Monoalu. Dans Monoalu Folklore, qui annonce à certains égards les mythologiques de Lévi-Strauss, mais l'aspect théorique n'est pas assez développé vraiment pour dire qu'il aurait inspiré Lévi-Strauss, peut-être très lointainement, parce que Lévi-Strauss avait beaucoup lu. Wheeler avait recueilli des récits et des mythes qui provenaient de plusieurs sociétés et de plusieurs langues de la région, et qui étaient en circulation permanente à Monoalu. Alors, il y avait aussi quelque chose qui, a longtemps pour moi, était une sorte de mystère. Au début de ma thèse, c'était les raids extrêmement meurtriers des gens de Monoalu vers les sud de Bougainville, mais vers les mêmes villages avec lesquels ils étaient en relation régulière on va dire, d'échange de biens et de monnaie. Circulation de biens et de monnaie, comme je dirais plutôt aujourd'hui. Donc ce contexte régional de circulation des personnes, de circulation des ancêtres aussi, c'est particulièrement net dans certains mythes, de circulation des composantes des personnes, de circulation des monnaies, etc. Tout ça était véritablement une image tout à fait claire de ces imbrications qui m'ont beaucoup retenu et beaucoup intéressé. Les documents de Wheeler en langue de Monoalu, je dirais qu'il y a un bon tiers du manuscrit de Wheeler qui est en langue de Monoalu, traduit mot à mot en face avec des notes de grammaire, des notes de vocabulaire, etc. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de travailler tout à fait sérieusement une ethnographie. Ces documents de Wheeler permettent en particulier de décrire toutes les étapes de ces circulations, qui sont bien conceptualisées par les gens de Monoalu, et d'en comprendre à la fois les significations et d'en comprendre aussi les valorisations, parce que ce n'est pas du tout la même chose de faire un raid de Monoalu en direction du sud de Bougainville et de ramener une composante des malheureuses victimes que l'on appelle Nitou dans le village, et ce n'est pas la même chose de venir d'un village de Bougainville et d'apporter, que sais-je, des magies ou tel type d'objet ou de nourriture que l'on échange contre de la monnaie. Il y a là des choses qu'il faut regarder avec beaucoup plus de détails, mais enfin, dont je ne peux pas parler là parce que on entrerait dans des complications, il me faudrait un tableau pour en parler en plus. Alors, cette problématique qui concerne l'imbrication des relations internes et externes va devenir mon thème de recherche fondamental, celui que j'ai poursuivi en Kanaki, par exemple. Bien entendu, j'y avais été préparé par mes voyages, en particulier en Asie, où, au fil des années,
j'avais pu constater les infimes et infinies variations d'un village à l'autre, d'une région à une autre, d'un pays à un autre, etc. Alors c'était particulièrement net quand on pouvait voyager à pied, comme j'ai pu voyager à pied au Népal par exemple, mais c'était aussi net un peu plus tard quand je suis allé en Nouvelle-Guinée, on voyait des choses comparables en Nouvelle-Guinée. Mais même les voyages en bus, même les voyages en train, ça permettait des considérations de cet ordre. Le deuxième enseignement, pour moi, pour cette thèse, c'était qu'il y avait à Monoalu, donc je l'ai dit au cœur de la Mélanésie, un système tripartite d'ordres sociaux. Et pour comprendre ce système, ce que nous disait l'ethnographie et tous les auteurs, hein, pas seulement Wheeler, l'observation de la vie courante ne suffisait pas. En gros, ce que disent les auteurs, c'est qu'à part les chefs de village qui sont toujours recrutés dans l'ordre social le plus élevé, ce sont toujours des Lalahafa, là, les chefs de village ont une place bien particulière dans les villages. Mais pour le reste du village, il est extrêmement difficile, voire impossible, de dire à quelle personne appartient à tel ordre social ou quelle personne appartient à tel autre ordre social. Donc il faut chercher ailleurs. Pour comprendre ça, il faut chercher ailleurs. Alors, ces trois ordres sociaux, ce sont les Lalahafa pour les hommes et les Mamaifa pour les femmes nobles, eux-mêmes distingués en rangs de manière très fine. Je crois qu'il y a une dizaine de rangs pour les Lalahafa et les Mamaifa. Donc, on est véritablement dans un monde de la distinction, de la grande distinction, une sorte de noblesse. En français, quel meilleur mot trouver? Il y a les Soi, qui sont les gens du commun, et il y a enfin les Toniga, en bas de l'échelle sociale, si on peut dire, dépendants, esclaves, il n'y a pas de bon mot pour décrire la condition des Toniga. Alors, donc, dans la vie courante, il y avait très peu de différences selon les observateurs, mais en revanche, dès qu'on s'intéressait aux rituels qui accompagnaient la naissance, la nomination, le mariage, et en particulier les funérailles, qui sont très bien documentées pour ces gens-là, alors là, on avait des distinctions tout à fait claires, tout à fait nettes. Hein. On a des distinctions extrêmement précises entre ces ordres sociaux. Et il y avait plusieurs variables. Alors pour simplifier, il y avait les composantes des personnes, il y avait la complexité des rites, il y avait leur amplitude sociale, temporelle, spatiale, y compris régionale. Hein. Pour les rites, il y avait les relations entre les villages, il y avait les relations entre les sociétés voisines, et tout un tas d'autres variables qui entraient en ligne de compte, et elles évoluaient ensemble pour souligner les distinctions des ordres sociaux. Et alors, les ancêtres Nitu, qui étaient fabriqués par ces funérailles, eux-mêmes étaient distingués avec des catégories de même ordre. Enfin, ces funérailles fabriquaient des ancêtres Nitu, mais à une exception près qui n'est pas sans intérêt, qui est l'exception des Toniga, ces fameux dépendants, ces fameux esclaves qui sont en bas de la société. Les ancêtres Nitu des nobles, et en particulier des grands chefs de village, des plus grands chefs de village, comme Goraï par exemple, qui a beaucoup marqué la littérature à cette époque, dans la littérature de voyage en particulier à cette époque, dans cette partie des Salomon, les ancêtres des Lalafa, même les ancêtres des Mamaifa, avaient une emprise sur le monde bien plus grande, bien plus importante que les ancêtres des Soi, qui en général étaient autour de leur propre maison et limités principalement à leur propre groupe de parenté, leur propre latou matrilinéaire. Alors, à ce système des ordres sociaux se rattachaient deux ensembles importants, le système des chefs locaux, hein, d'une part, et quelque chose que j'osais pas appeler le double totémisme à l'époque, le double totémisme des clans matrilinéaires. Bien entendu, il y avait eu le livre de Lévi-Strauss, hein, le totémisme aujourd'hui, je crois, c'est le titre,
qui avait complètement démoli cette notion de totémisme. Et aujourd'hui, avec Philippe Descola, le terme est remis à la mode. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tout le monde comprend le terme, même après Lévi-Strauss, et que j'ai eu tort de ne pas l'utiliser à l'époque. Je crois qu'on aurait mieux compris ce que j'écrivais à l'époque.